Nous allons toujours parler ce soir avec notre invité. On va rester dans le cadre des programmes de filets sociaux mis en place par l'État togolais pour accompagner les populations, que ce soit dans le cadre de cette pandémie de Covid-19 ou autre. Et nous évoquons le sujet avec Madame Mazalo Katanga. Bonsoir, Madame. Bonsoir, mon frère. Merci d'être notre invitée. Vous êtes la directrice générale de l'ANADEB. On s'était retrouvés ici il y a quelques semaines pour parler un peu de ces différents programmes de filets sociaux. Aujourd'hui, Madame, s'il vous était encore une fois demandé, puisque vous êtes pleinement dedans, on voit votre engagement sur ce terrain, de faire un petit bilan sommaire de tout ce qui est fait depuis là. Depuis notre dernière rencontre aussi, il y a eu également beaucoup d'autres actions. Qu'est-ce que vous diriez en grosso modo? Merci beaucoup. L'Agence nationale d'appui au développement, la base ANADEB, exécute depuis un certain temps des projets, programmes de filets sociaux, parmi lesquels nous avons les cantines scolaires qui consistent à fournir des repas chauds aux enfants dans les zones les plus difficiles d'accès. Et nous avons au total 315 écoles dans lesquelles nous intervenons. Et je peux dire, pour ce qui concerne ce projet, que nous avons pu donner à manger jusqu'en mars, avant la fermeture des écoles, nous avions pu donner à manger à au moins 97 000 écoliers dans l'ensemble de ces écoles concernées. Mais avec la reprise, le repas a été essentiellement fourni aux élèves, aux écoliers qui avaient repris, c'est-à-dire ceux qui sont en classe de CM2. Donc, on a accompagné ces écoliers jusqu'au CP2. Donc, dans l'ensemble de ces écoles, il y a eu fourniture de repas. Et puis, avec l'examen, les écoles qui sont bénéficiaires des cantines scolaires et qui étaient en même temps des centres d'examen, ont préparé pour tous les élèves qui sont venus composer dans l'établissement. C'est ça la particularité de ce projet. Également, je dirais que la nouvelle approche qui consiste à impliquer les parents dans la fourniture de ce repas, c'est-à-dire que les parents puissent apporter des contributions en nature ou en numéraire. Ça a marché dans certaines écoles, mais dans d'autres, nous avons encore nous devons encore travailler avec les populations, avec les comités des parents d'élèves, avec le corps enseignant, avec l'ensemble de la population, pour que chacun puisse comprendre vraiment que les ressources du gouvernement deviennent insuffisantes pour faire face à toutes les dépenses liées aux cantines scolaires. Par rapport au transfert monétaire, aujourd'hui, nous sommes à 61 000 ménages que nous payons. La particularité, ce qui a évolué depuis notre dernière rencontre, c'est le paiement électronique. Nous nous sommes inspirés de Novici, où c'est un paiement électronique et qui se déroule bien. Donc, aujourd'hui, ce n'est plus un paiement manuel ou des agents payeurs de Move, qui est notre partenaire sur cette sous-composante. Ce n'est plus eux qui vont payer, mais chaque bénéficiaire dispose d'un kit qui a été, il y a certains qui ont été, au moins 50 000 kits ont été donnés gracieusement à l'ANADEB par le Move Togo, à qui nous disons merci, mais les autres, nous avons dû acheter pour compléter, pour que tous les ménages aient chacun un numéro téléphonique pour pouvoir recevoir ces fonds à partir de son numéro. Donc aujourd'hui, le processus est en cours où des bénéficiaires reçoivent les ressources, leur allocation par voie électronique. La seule difficulté et qui est un défi en fait, c'est que nous devons éduquer, nous devons sensibiliser, nous devons former nos bénéficiaires sur l'utilisation des outils et des services digitaux. Parce que c'est un message qui arrive pour signaler. Et donc, nous sommes obligés tout le temps d'appeler, par exemple, un leader communautaire qui accepte
que nous lui donnons l'information, qu'il la répercute au niveau des bénéficiaires pour que chacun commence par regarder davantage son portable. Et puis, certains ont commencé par perdre déjà leur kit, mais c'est pas grave, on trouve le moyen de remplacer rapidement. Et donc, à ce niveau, les paiements se déroulent normalement. Les travaux par rapport au projet d'opportunité d'emploi pour les jeunes vulnérables, EJV, c'est quand j'étais la dernière fois ici, on avait suspendu les activités parce que avec la mesure qui défendait les grands rassemblements, on avait suspendu cette activité. Mais actuellement, les travaux à haute intensité de main-d'œuvre ont bel et bien repris dans tous les villages, les 200 villages. C'était 200 villages. On a déjà accompagné 100 villages qui ont déjà fini leurs travaux à haute intensité de main-d'œuvre. Donc, le reste a repris le processus d'aménagement des pistes, des points d'eau, en tout cas, de mise en place des plans de création de vergers. Voilà un peu certaines actions que les communautés ont pu réaliser. Et à partir des villages qui ont déjà fini la phase des travaux à haute intensité de main-d'œuvre, les jeunes ont commencé par mettre en œuvre leur activité génératrice de revenus. Certains sont en phase de création, d'autres sont en phase de consolidation de leur activité génératrice de revenus. C'est entre autres le petit commerce, l'artisanat, les coiffeurs, les coiffeuses, les couturiers et les activités agricoles. Nous avons l'élevage et puis la production pure de l'agriculture agricole. Voilà un peu ce qui se passe au niveau de ce projet. Et les activités se poursuivent, l'accompagnement des facilitateurs, parce qu'on a recruté des facilitateurs pour aider les jeunes bénéficiaires de ce projet à monter leur idée de projet, à pouvoir les mettre en œuvre. Avec l'approche FODA, la formation au développement des affaires. Donc, voilà un peu ce qui se passe à ce niveau. Mais il y a un autre projet que nous avons commencé avec le gouvernement, nous a demandé de démarrer cette activité depuis décembre 2019. Et c'est le projet de restaurant communautaire. Et ça, c'était beaucoup plus Lomé. Et nous avions une phase de 20 semaines. On a fourni le repas en 20 semaines et qui a évolué vers la distribution des kits alimentaires avec la pandémie. Parce que dès que la pandémie était là, ce n'était plus possible de préparer pour 500 personnes sur chacun des 13 sites de Lomé. Donc, on a dû renégocier, rediscuter avec les différents acteurs et on a opté pour la fourniture des repas scolaires. Des kits alimentaires, excusez-moi. Donc, à côté de cela, il y a eu des partenaires il y a d'autres, nous avons soumis des demandes d'appui. Je veux parler de la délégation de l'Union européenne au Togo, avec l'appui de la cellule nationale de gestion de la riposte à la Covid. Donc, on a pu obtenir 65 millions qui nous ont permis de sensibiliser les populations de certains quartiers de Lomé, des populations des communes de Tchaoudio 1 et de Tone 1 dans la partie septentrionale. Et donc, les sensibilisations étaient couplées de la distribution des vivres et puis également de la mise à disposition des dispositifs de lavage de mains et des bavettes. Et à côté de ce projet, on l'a conduit en 3 mois. On a eu l'atelier bilan le vendredi dernier et avec beaucoup de satisfaction. Et beaucoup de satisfaction et beaucoup de peine parce que c'est fini. Et tout le monde qui était là disait, ah oui, on a eu beaucoup, ça nous a beaucoup soulagés. Mais pourquoi on ne pouvait pas continuer? On ne pouvait pas continuer parce que c'était un projet de 3 mois. Mais on continue par chercher des moyens pour poursuivre, ne serait-ce que la sensibilisation, parce que c'est elle l'élément le plus important actuellement pour lutter contre cette propagation. Et puis, en plus, à côté de ce projet de sensibilisation et de distribution des vivres, nous avons reçu de certaines bonnes volontés. Je vais parler
de l'ambassade de Chine au Togo qui nous a donné des vivres et des non-vivres qu'on a distribués. Nous avons parlé du comité Miss Togo, je veux parler de la société Socar qui ont mis également des ressources et des vivres et des non-vivres à notre disposition qui nous ont permis d'aller vers les zones en ce moment, au cours du mois de juin, juillet, des zones qui étaient les plus affectées. Je veux parler de la préfecture du Bas-Mono, qui était vraiment affectée. Donc, nous avons apporté ces vivres aux habitants des villages qui ont été touchés. De même que dans la préfecture de la Plaine de Meaux, où nous sommes allés aussi assister des villageois qui ont des villages où la pandémie avait sévi beaucoup plus à l'époque. Donc voilà, de façon ramasser tout ce que l'ANADEB fait et continue de faire parce que à partir du moment où nous sommes toujours avec les communautés à la base, nous continuons certaines activités. La sensibilisation reste la première action que nous menons dès que nous avons des rencontres avec les populations à la base. D'accord, merci pour ce point. Il me semble que quand on s'était rencontrés l'autre fois, il y avait un projet spécifique sur lequel je promettais qu'on allait revenir, c'est celui des travaux à haute intensité de main-d'œuvre. Oui. Mais avant cela, sur le projet de transfert monétaire, Oui. est-ce qu'aujourd'hui vous êtes, j'allais dire, au même niveau de fonds? C'est-à-dire, il me semble que ça a commencé, c'était 15 000 francs par trimestre. C'est 15 000 francs par trimestre. Ça reste le même. Ça reste le même pour les 61 000 ménages qui étaient concernés. Donc, nous sommes dans certains villages, nous sommes à 3 paiements, c'est-à-dire 3 trimestres de paiement. Mais tout ceci va se faire pour boucler, pour tout finir à la fin de cette année. Voilà. D'accord. Mais en même temps, c'était fixé à ce montant. Dans une période où on n'était pas encore affecté par la pandémie. Pourquoi ça reste le même montant alors que la situation sociale de chaque personne a connu une véritable chute? Merci beaucoup. C'est une question assez intéressante. Mais c'est un projet que nous avions, qui avait été financé avec des paramètres bien calés, donc sur lesquels le gouvernement togolais et la Banque mondiale s'étaient accordés. Donc, les documents signés sur la base desquels nous travaillons prévoyaient les 15 000. Et bon, on ne peut pas faire autrement. Même la tendance aujourd'hui, c'est d'aller à plus de 61 000 ménages pour donner à d'autres ménages, parce qu'on se dit qu'aujourd'hui, les 61 000 ménages ont une situation relativement plus acceptable que d'autres qui n'ont pas reçu cet accompagnement et qui sont frappés aussi par les séquelles de la pandémie. Donc, les réflexions vont dans le sens de revoir l'effectif des bénéficiaires à la hausse. Que le montant, voilà. Alors, donc, vous envoyez les fonds à ces bénéficiaires, mais vous n'intervenez plus dans leur gestion, c'est ça? Ils en font ce qu'ils veulent? Non, nous sommes là. Nous sommes là parce que pour des ménages vulnérables, c'est vrai, il est bon de donner les moyens de travail, mais il est aussi intéressant d'être à côté, d'apporter d'autres appuis pour les aider à mieux rentabiliser, à mieux gérer ces ressources. C'est des informations sur les activités génératives de revenus. D'abord, même sur ce que c'est que ces transferts monétaires, ce qu'on peut faire avec ces transferts monétaires, ce qu'on ne peut pas faire avec ces allocations que l'État et la Banque mondiale met à leur disposition. Puis après, il y a tout un accompagnement qui se fait. Aujourd'hui, nous sommes obligés d'utiliser d'autres canaux qui ne nous permettent pas de toucher tout le monde, où nous ne sommes pas très sûrs si notre action touche tout le monde. C'est l'utilisation des médias, des radios communautaires, mais on se rend compte qu'il y a des villages qui n'arrivent pas à capter ces radios communautaires. Donc ça veut dire que ces villages ne bénéficient pas de tout cet accompagnement que nous continuons de faire à travers les radios. Sinon, il y a tout un travail qu'il faut faire avec qu'on fait avec ces communautés, leur expliquer comment on peut, à partir de ces montants, parce que on trouve dans des villages où des familles ont commencé par faire ou bien un petit commerce ou un petit élevage, ou bien ont utilisé cet argent-là même pour acheter de l'engrais pour améliorer leur production agricole. Et donc, tout ceci apporte des changements et pour lesquels nous devons être présents d'une manière ou d'une autre pour les aider à
à mieux gérer ce qu'ils ont, à mieux mener leurs activités qu'ils sont en train d'initier, l'élevage. Si vous ne savez pas faire, une peste arrive et puis tout est parti. Oui. C'est comment mettre tous les bénéficiaires en contact avec des spécialistes d'élevage ou de production agricole pour qu'ils puissent les aider à bien faire ce qu'ils sont en train de faire. Le petit commerce connaît des gens qui accompagnent la petite femme pour qu'elle comprenne que quand vous commencez votre commerce, il faut faire la différence entre le capital et le bénéfice. Oui. Voilà. Il y a cet accompagnement, même des thèmes sur la santé, nous animons, et puis des thèmes sur les droits et devoirs du citoyen. Il y a plein de choses que nous essayons de faire avec eux pour que la fin du projet, qu'ils puissent sortir la tête de l'eau, comme on le dit souvent. Mais est-ce que déjà, à mi-parcours, vous avez fait des évaluations qui vous permettent de dire, aujourd'hui, on peut être confiant qu'il y a un véritable impact? On pouvait le dire si on n'avait pas eu cette pandémie. Parce que jusqu'en février, mars, on avait des choses très intéressantes sur le terrain. Mais malheureusement, la pandémie est venue compromettre un certain nombre de choses. On aura quand même des impacts ailleurs, mais ils ne seront pas aussi importants si on n'avait pas eu la pandémie. Voilà. Alors, donc, je parlais maintenant de ces opportunités d'emploi pour les jeunes vulnérables. On parle de travaux à haute intensité de main-d'œuvre. Là-dessus, je voudrais bien comprendre. C'est quoi? C'est que dans ces milieux reculés, il y a des travaux et vous utilisez ces jeunes à les faire. Comment c'est quoi ce projet exactement? Ok, ce projet, en fait, veut participer à l'insertion professionnelle des jeunes. Ouais. On a constaté, quand vous regardez toutes les initiatives, elles sont beaucoup plus en milieu urbain. Le milieu rural n'a pas trop bénéficié de tous les mécanismes qui sont là. Et donc, le projet a voulu, et je dis, le projet d'opportunité d'emploi des jeunes vulnérables, c'est un peu le projet de volontariat d'engagement citoyen. Et la formule rurale. Voilà. Donc, on veut insérer un certain nombre de jeunes dans la vie active, mais on veut en même temps créer en eux ce sentiment d'appartenance à une communauté. Et donc, les travaux à haute intensité de main-d'œuvre sont un peu un tremplin pour d'abord dire aux jeunes, tu es du village, et donc un peu les encourager à ne pas fuir le village aussi. C'est un peu l'autre élément qui est derrière, l'autre objectif poursuivi d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est la communauté qui détermine l'activité qu'elle veut offrir à la population, à sa jeunesse, pour laquelle elle veut solliciter sa jeunesse. Il y a des villages qui, pendant la saison des pluies, ont des difficultés pour aller dans un autre village. Donc, peut-être que la voie, donc, la communauté dit, c'est elle-même qui fait son diagnostic et détermine l'activité ou bien l'action communautaire que les jeunes doivent réaliser. Ailleurs, les gens vous disent, pendant la saison sèche, nous, on n'a plus de l'eau pour faire nos constructions, bien on n'a plus de l'eau pour faire abreuver et amener nos animaux à s'abreuver. Donc, ils créent des retenues d'eau. Et donc, là, quand ils décident de faire une retenue d'eau, ce sont ces jeunes-là qui le font de façon... je dirais de façon locale. Maintenant, s'il y a des petites choses, des petits matériaux qu'on doit acheter, le coût de ces matériaux doit être inférieur à la rémunération des jeunes. Parce que tout ce qu'on veut... Parce que ces jeunes-là aussi sont rémunérés, ils ont 30 000 francs par mois. Bon... Non, tous les 20 jours, voilà, ils travaillent 20 jours, donc ils ont 30 000 francs. Quand ils travaillent 10 jours, ils ont leurs 15 000 francs, et puis les 10 derniers jours, ils ont les 15 000 francs. Et donc, ils le font, et avec cette rémunération, cette allocation, ils économisent. Ils font des épargnes, et c'est sur la base de leur épargne. Ça veut dire qu'ils ont 4 mois de volontariat communautaire qu'ils exécutent.
au bout des 4 mois, le jeune qui a pu mobiliser, épargner au moins 40 000, reçoit un appui de 60 000 francs du projet pour l'aider à exécuter son plan d'affaires. Comme je le disais, on les aide à élaborer des plans d'affaires parce qu'il faut aussi dire qu'on ne se lève pas comme ça et puis on commence par mener une activité. Il faut toujours réfléchir, il faut toujours planifier ce qu'on veut faire, il faut toujours regarder toutes les entrées, toutes les sorties en termes de ressources. Et le jeune qui veut mener une activité, qui a été assidu aux travaux à haute intensité à toutes les séances de travaux, qui a été assidu aux formations, parce que au cours de leur volontariat communautaire, ils reçoivent des formations sur comment développer une idée de projet, comment l'analyser, en tout cas, tout ce processus leur est offert avec des formations. Et maintenant, la gestion financière également. Puis, à la fin des 4 mois, celui qui a commencé une activité, celui qui a pu épargner 40 000 francs et qui a été régulier et aux formations et aux travaux, on lui donne les 60 000 francs pour l'aider à avancer. Et on a recruté également des personnes qui sont beaucoup plus... qui ont un peu plus d'expérience en la matière, pour qu'ils soient leurs coachs, qu'ils soient les coachs des jeunes qui ont démarré des activités, pour les aider à mieux conduire leur initiative jusqu'au bout. Alors, maintenant, les jeunes qui sont dans ce genre de travaux, c'est des gens qui, à la base, n'avaient aucune activité, c'est ça? Bon, c'est des jeunes du village qui ont entre 18 et 35 ans, comme cela est exigé, et qui sont dans le village, qui ont été... il y a tout un processus pour leur sélection. Ça aussi, je ne l'ai pas dit. Il y a tout un processus, parce que dès qu'on a apporté l'information dans le village, le CVD ou le chef était chargé d'enregistrer tous ceux qui sont intéressés par le projet. Donc, les jeunes qui sont intéressés par le projet viennent s'inscrire et en fin de compte, on ne retient que 70 jeunes par village à raison de 35 femmes et 35 hommes. Et voilà. Et donc, c'est un tirage, c'est eux-mêmes, c'est vraiment un tirage aléatoire. Vous vous inscrivez de 1 à 70 ou du nombre de jeunes qui sont intéressés. Mais pour le tirage, si je viens, je tire, on doit avoir ces 70 jeunes. Maintenant, du côté des femmes, c'est 35, mais c'est proportionnel. Si les femmes qui se sont inscrites sont plus nombreuses que les hommes, on fait la proportion. Donc, supposons que c'est à part égale. Donc, si moi, je viens tirer le numéro 36, alors qu'on veut 35 femmes, je reste sur la liste d'attente. Mais si je tire le numéro 3, ça veut dire que je gagne. C'est pas que c'est le numéro 3 qui gagne, mais c'est moi qui gagne. C'est moi qui suis sélectionné. Je me sélectionne pour le projet. Maintenant, si je vais tirer 75 ou 80, je reste sur la liste d'attente. S'il y a quelqu'un qui désiste, on peut me faire appel. S'il y a personne qui désiste, bon, ça veut dire que je n'aurai pas la chance de travailler. Vous avez noté de l'engouement dans la réalisation de ce projet? Oui, c'est ça la particularité, parce que vous vous retrouvez avec des jeunes qui disent « j'aurais bien voulu, je voudrais bien, est-ce qu'on ne peut pas ?» Et voilà, tout le monde, des jeunes sont aujourd'hui, veulent travailler. Il y a des jeunes Togolais qui veulent travailler. C'est dans nos villages, on voit des gens se bousculer quand quelqu'un ne se tire pas, vous ne pouvez pas imaginer. Il y a des larmes qui coulent. Oui, parce qu'ils se disaient, pendant 4 mois, je peux moi aussi ça peut me permettre de vivre et puis même de préparer mon avenir avec, voilà. Et à la fin, l'objectif, c'est qu'ils repartent avec un financement pour leur propre projet. Oui, le projet qu'ils ont monté durant la formation. Durant la formation, ils arrivent à monter leur projet, ils ont leur plan d'affaires. Et le plan d'affaires doit être toujours conséquent, parce qu'au village, on ne peut pas monter un projet de 500 000 ou d'1 million au village. C'est ça. Donc, en fonction du projet que la personne a monté et de l'épargne qu'elle a pu faire, on lui ajoute 60 000 francs. Et on se dit encore, ceux qui vont réussir, ceux qui vont conduire très bien
leur activité génératrice de revenus auront encore un bonus. Mais je mettais sur le montant de ce bonus. Ils ont encore la chance de recevoir des cours d'alphabétisation pour ceux qui n'ont pas fréquenté. Oui. Donc voilà, actuellement, il y a des cours d'alphabétisation qui se déroulent dans ces communautés en faveur de ces jeunes-là. Voilà. D'accord, intéressant. Toute dernière question, Madame Kadanga, spécifiquement sur la pandémie du coronavirus. Est-ce qu'au niveau de l'ANADEB, il y a eu des sensibilisations exclusivement sur ça? Oui. En commençant par moi. Je ne fais pas seulement pour le grand public, mais je l'ai commencé au niveau de l'équipe où nous sommes vraiment informés, nous sommes vraiment sensibilisés sur la pandémie, tout le dispositif qu'on pouvait prendre pour, en tout cas, se protéger de cette pandémie. Tous ces dispositifs-là sont mis en place de Lomé jusqu'à Dapan, c'est-à-dire nous avons un bureau, le siège qui est à Lomé, nous avons une antenne à Tchédié, une antenne à Takwame, une antenne à Sokodé, Kara et Dapan. Et même les collègues qui sont dans les préfectures, tout ce qu'on peut faire pour aider les collègues à se protéger contre cette pandémie, tout ce dispositif est pris par l'institution. Oui. Madame Mazalo Kadanga, merci d'être passée et répondre à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes la directrice générale de l'Agence nationale d'appui au développement à la base ANADEB. On marque tout de suite la pause et juste derrière le journal, on se retrouve pour Regard croisé.